Chapitre 61. Ils étaient couchés côte à côte au bord du lac, sur l'herbe qui descendait vers le sable. La main d'Eléa était dans la main de Païkan. Leurs yeux grands ouverts regardaient la nuit nettoyée. La bouche avait absorbé les derniers traînards. Le ciel n'offrait plus rien que ses étoiles. Ils ne voyaient rien d'autre qu'elle. Ils poursuivaient au milieu d'elle, dans l'immense paix indifférente de l'espace, leur voyage d'espoir interrompu. Devant eux, au ras du lac, la lune se levait en son dernier quartier. Elle était boursouflée, comme enveloppée de coton déformé, rougeâtre. Des fulgurations pourpres illuminaient sans arrêt sa partie sombre. Elle brillait parfois tout entière d'un bref éclat semblable à celui du soleil. C'était l'image silencieuse de la destruction d'un monde, proposée aux hommes par les hommes. Ici même, avant la fin de la nuit. Sans bouger davantage, sans se regarder, ils enlacèrent leurs doigts et collèrent leurs paumes l'une contre l'autre, étroitement. Derrière eux, dans la forêt, un cheval hennit doucement, comme pour se plaindre. Un oiseau, dérangé dans son sommeil, pépia et se rendormit. Un peu de vent léger passa sur leur visage. « On pourrait partir à cheval, » murmura Païkan. « Pour aller où ? Rien n'est plus possible. C'est fini. » Elle souriait dans la nuit. Elle était avec lui. Quoi qu'il arrivât, cela leur arriverait à lui avec elle, à elle avec lui. Il y eut un hennissement plus proche, et le bruit mou des pas du cheval sur l'herbe. Ils se levèrent. Le cheval, blanc de lune, vint jusqu'à eux, s'arrêta et hocha la tête. Elle enfonça sa main dans ses longs poils et le sentit trembler. « Il a peur, » dit-elle. « Il a raison. » Elle vit la silhouette de son bras tendu faire le tour de l'horizon. Dans toutes les directions, la nuit s'allumait de lueurs brèves, comme d'orages lointains. La bataille, à Gonda 17, Gonda 41, Enawa, Zenawa, ils ont dû débarquer partout. Un grondement sourd commençait à suivre les éclairs. Ils venaient ininterrompus de toute la circonférence du cercle dont ils étaient le centre. Ils rendaient le sol sensible sous leurs pieds. Il réveilla les bêtes de la forêt. Les oiseaux s'envolaient, s'affolaient de trouver la nuit, essayaient de regagner leur nid, se cognaient aux branches et aux feuilles. Les biches osselées sortirent du bois et vinrent se grouper autour du couple humain. Il y eut aussi le cheval bleu, invisible dans la nuit, et les petits ours lents des arbres avec leurs gilets clairs, et les lapins noirs aux oreilles courtes, dont la queue blanche frétillait au ras du sol. Avant la fin de la nuit, dit Païkan, il ne restera plus rien de vivant ici. Pas une bête, pas un brin d'herbe. Et ceux qui se croient protégés là-dessous sont seulement en sursis de quelques jours, peut-être de quelques heures. Je veux que tu entres dans l'abri. Je veux que tu vives. Vivre ? Sans toi ? Elle s'appuya contre lui et leva la tête. Il voyait la nuit de ses yeux refléter les étoiles. Je ne serai pas seule dans l'abri. Il y aura Koban. Tu y penses ? Il secoua la tête comme pour refuser cette image. Quand nous serons réveillés, je devrais lui faire des enfants. Moi qui n'en ai pas encore eu de toi. Moi qui attendais. Cet homme, dans moi sans cesse, pour me semer ses enfants, ça t'est égal ? Il la serra brusquement contre lui, puis réagit, se força à se calmer. Je serais mort, depuis longtemps, depuis cette nuit. Une voix immense et désincarnée sortit de la forêt.
Les oiseaux s'envolèrent, cognant leur vol à tous les obstacles de la nuit. Tous les diffuseurs de la forêt parlaient la voix de Koban. Elle se mêlait et se superposait à elle-même, vibrait et se répandait sur la surface des eaux. Le cheval bleu leva la tête vers le ciel et poussa un cri de trompette. « Eléa, Eléa, écoutez, Eléa. Je sais que vous êtes à l'extérieur. Vous êtes en danger. L'armée d'invasion se pose sans arrêt. Elle occupera bientôt toute la surface. Signalez-vous à un ascenseur avec votre clé, nous viendrons vous chercher où que vous soyez. Ne tardez plus. Écoutez, Païkan, pensez à elle. Eléa, Eléa, ceci est mon dernier appel. Avant la fin de la nuit, l'abri sera fermé, avec ou sans vous. » Puis ce fut le silence. « Je suis à Païkan, » dit Eléa d'une voix basse, grave. Elle se pendit à son cou. Il mit ses bras autour d'elle, la souleva et la coucha sur la molle couche de l'herbe, parmi les bêtes. Elles s'écartèrent et firent un cercle autour d'eux. Il en arrivait d'autres de la forêt, tous les chevaux blancs, les chevaux bleus et les chevaux noirs, plus petits qu'on ne voyait même pas sous la lune. Et les lentes tortues sortaient de l'eau pour les rejoindre. La lumière des horizons palpitait autour d'eux aux extrémités du monde. Ils étaient seuls, au milieu du rempart vivant des bêtes qui les protégeaient et qui le rassuraient. Il glissa sa main sous la bande qui couvrait la poitrine d'Eléa et fit fleurir un sein entre deux boucles. Il posa sur lui sa paume arrondie et le caressa avec un gémissement de bonheur, d'amour, de respect, d'admiration, de tendresse, avec une reconnaissance infinie envers la vie qui avait créé tant de beauté parfaite et la lui avait donnée pour qu'il sût qu'elle était belle. Et maintenant, c'était la dernière fois. Il posa sur lui sa bouche entr'ouverte et sentit la douce pointe devenir ferme entre ses lèvres. « Je suis à toi, » murmura Eléa. Il délivra l'autre sein et le serra tendrement, puis défit le vêtement de hanche. Sa main coula le long des hanches, le long des cuisses, et toutes les pentes la ramenaient au même point, à la pointe de la courte forêt d'or, à la naissance de la vallée fermée. Eléa résistait au désir de s'ouvrir. C'était la dernière fois. Il fallait éterniser chaque impatience et chaque délivrance. Elle s'entr'ouvrit juste pour laisser la place à la main de se glisser, de chercher, de trouver, à la pointe de la pointe et de la vallée, au confluent de toutes les pentes, protégé, caché, couvert, découvert, le centre brûlant de ses joies. Elle gémit et posa à son tour ses mains sur Païkan. L'horizon gronda. Une lueur verte fit un troupeau vert du troupeau des chevals blancs, qui dansaient sur place, effrayés. Eléa ne voyait plus rien. Païkan voyait Eléa, la regardait de ses yeux, de ses mains, de ses lèvres, s'emplissait la tête de sa chair et de sa beauté et de la joie qui la parcourait, la faisait frémir, lui arrachait des soupirs et des cris. Elle cessa de le caresser. Ses mains sans force tombèrent de lui. Les yeux clos, les bras perdus. Elle ne pesait plus, ne pensait plus. Elle était l'herbe et le lac et le ciel. Elle était un fleuve et un soleil de joie. Mais ce n'était encore que les vagues avant la vague unique, la grande roue lumineuse multiple vers l'unique sommet, le merveilleux chemin qu'elle n'avait jamais si longuement parcouru, qu'il dessinait, redessinait de ses mains et de ses lèvres sur tous les trésors qu'elle lui donnait. Et il regrettait de n'avoir pas plus de mains, plus de lèvres pour lui faire partout plus de joie à la fois. Et il la remerciait dans son cœur d'être si belle et si heureuse. D'un seul coup, le ciel tout entier devint rouge. Le troupeau rouge des chevaux partit au galop vers la forêt. Eléa brûlait, haletante, impatiente. Ce n'était plus possible.
Elle prit dans ses mains la tête de Paëkan aux doux cheveux couleur de blé qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne pouvait plus voir, la ramena vers elle, sa bouche sur sa bouche. Puis ses mains redescendirent et prirent l'arbre aimé, l'arbre proposé, approché et refusé, et le conduisirent vers sa vallée ouverte jusqu'à l'âme. Quand il entra, elle râla, mourut, fondit, se répandit sur les bois, sur les lacs, sur la chair de la terre. Mais il était en elle, Paëkan. Il la rappelait autour de lui. Un long appel puissant qui la ramenait des bouts du monde, Paëkan. La rappelait, la tirait, la rassemblait, la condensait, la durcissait, la pressait jusqu'à ce que le milieu de son ventre percé de flammes, Paëkan, éclata en une joie prodigieuse, indicible, intolérable, divine, bien-aimée, brûlant, jusqu'à l'extrémité de la moindre parcelle, son corps, qui la dépassait. Leurs deux visages apaisés reposaient l'un contre l'autre. Celui d'Eléa était tourné vers le ciel rouge, celui de Paëkan baigné dans l'herbe fraîche. Il ne voulait pas encore se retirer d'elle. C'était la dernière fois. Il pesait sur elle juste assez pour la toucher et la sentir tout le long de sa peau. Quand il la quitterait, ce serait pour toujours. Il n'y avait plus de lendemain. Rien ne recommencerait. Il faillit se laisser emporter par le désespoir et se mettre à hurler contre l'absurde, l'atroce, l'insupportable séparation. La pensée de sa mort proche l'apaisa. Une lourde détonation fit trembler le sol. Une partie de la forêt s'embrasa d'un seul coup. Paëkan leva la tête et regarda, dans la lumière dansante, le visage d'Eléa. Il était baigné de la grande douceur, la grande paix que connaissent après l'amour les femmes qui l'ont reçue et donnée dans sa plénitude. Elle reposait sur l'herbe de tout son corps, entièrement détendue. Elle respirait à peine. Elle était au-delà de la veille et du sommeil. Elle était bien partout, et elle le savait. Sans ouvrir les yeux, elle demanda très doucement « Tu me regardes ?» Il répondit « Tu es belle. » Lentement, la bouche et les yeux clos devinrent un sourire. Le ciel palpita et se fendit. Dans un hurlement, une nuée de soldats hénisores à demi nus, peints en rouge, à cheval sur leur siège de fer, surgit dans les hauteurs de la nuit enflammée, et coula en oblique, par-dessus le lac, vers la bouche. De toutes les cheminées, les armes de défense tirèrent. L'armée aérienne fut ravagée, dispersée, rasée, renvoyée vers les étoiles en milliers de cadavres disloqués qui retombaient dans le lac et dans la forêt. Les bêtes couraient dans tous les sens, se jetaient à l'eau, en ressortaient, tournaient autour du couple en dansant d'affolement. Une série d'explosions effrayantes souleva la forêt incendiée et la projeta partout. Une branche torche tomba sur une biche qui fit un bond fantastique et plongea. Les chevaux en feu galopaient et ruaient. Du ciel, une nouvelle armée descendait en hurlant. Paëkan voulut s'enlever d'Eléa. Elle le retint. Elle ouvrit les yeux. Elle le regarda. Elle était heureuse. « Nous allons mourir ensemble, » dit-elle. Il glissa sa main dans l'arme abandonnée sur l'herbe, se retira et se dressa. Elle eut le temps de voir l'arme braquée sur elle. Elle cria « Toi, tu vas vivre », dit-il. Il tira. Fin du chapitre 61. Chapitre 62. Ce qui suivit, Eléa le découvrit en même temps que les savants de l'épi. L'arme l'avait assommé.
Mais ses sens avaient continué à recevoir des impressions, et sa mémoire subconsciente à les enregistrer. Ses oreilles avaient entendu, ses yeux entr'ouverts avaient vu. Son corps avait senti Païkan rajuster autour d'elle quelques vêtements, la prendre dans ses bras et marcher vers les ascenseurs au milieu de l'enfer déchaîné. Il avait enfoncé sa clé dans la plaque, mais la cabine ne montait pas. Il avait crié « Koban, je vous appelle, je suis Païkan. Je vous apporte Elia. » Il y eut un silence. Il cria de nouveau le nom de Koban, le nom d'Elia. Un signal vert se mit à palpiter au-dessus de la porte, et la voix de Koban retentit, brouillée, coupée, parfois étouffée, parfois vibrante comme le son d'une langue d'acier. Tard, bien tard, ennemi, pénétré dans Gondas 7. Votre groupe d'ascenseurs, isolé. Veuillez essayer, descendez. J'envoie un commando. Percez l'ennemi. À votre rencontre. Signalez-vous. Votre bague. Toutes les plaques. Je répète, j'envoie. La cabine de l'ascenseur arriva et s'ouvrit. Le sol se souleva en une explosion effrayante. Le sommet de l'ascenseur fut pulvérisé. Elia arraché au bras de Païkan. L'un et l'autre soulevés, roulés, jetés à terre. Et les yeux d'Elia inconsciente voyaient le ciel rouge d'où descendait sans arrêt la nuée des hommes rouges, et ses oreilles entendaient leurs hurlements qui emplissaient la nuit en flammes. Son corps sentit la présence de Païkan. Il l'avait rejointe. Il la touchait. Ses yeux virent son visage angoissé cacher le ciel et se pencher vers elle. Ils virent son front blessé, ses cheveux blonds tachés par le sang. Mais sa conscience était absente, et elle n'éprouva aucune émotion. Ses oreilles entendirent sa voix lui parler pour la rassurer. « Elia, Elia, je suis là. Je vais te conduire à l'abri. Tu vivras. » Il la souleva et la chargea sur son épaule. Le buste d'Elia pendait dans le dos de Païkan, et ses yeux ne virent plus rien. Sa mémoire n'enregistra plus que des bruits, et les sensations diffuses, profondes, qui entrent dans le corps par toute la surface et l'épaisseur de sa chair, et que la conscience ignore. Païkan lui parlait. Elle entendait sa voix dans les explosions et les crépitements de la forêt qui brûlait. « Je vais te conduire. Je vais descendre dans l'ascenseur. Par l'échelle. Je suis à toi. Ne crains rien. Je suis avec toi. » Sur le grand écran de la salle du conseil, il n'y avait plus d'images précises. À la table du podium, Elia, les yeux clos, la tête dans les mains, laissait sa mémoire livrer ce qu'elle avait enregistré. Dans les diffuseurs éclataient des fracas, des explosions, des cris horribles, des roulements de tremblements de terre. Sur l'écran, le circuit image traduisait les impulsions reçues par des écroulements de couleurs gigantesques, des chutes interminables vers un abîme sulfureux, des éruptions de ténèbres. C'était le retour d'un monde fracassé vers le chaos qui précéda toutes les créations. Et puis, il y eut une succession de coups sourds et feutrés, de plus en plus rapprochés, de plus en plus puissants. Elia parut gênée, dérangée. Elle rouvrit les yeux et arracha le cercle d'or. L'écran s'éteignit. Les coups sourds continuèrent, et tout à coup, ce fut la voix de Lebeau. « Vous entendez ? C'est son cœur. » Il parlait en direct de la salle de réanimation, par tous les diffuseurs. « Nous avons réussi. Il vit. Koban vit. » Hoover se leva d'un bond, cria bravo et se mit à applaudir. Tout le monde l'imita. Les vieux savants et même les plus jeunes, les hommes et les quelques femmes parmi eux, se soulageaient en gesticulations et à grands cris de la gêne qu'ils éprouvaient à se retrouver entre eux, se regardaient les uns les autres après avoir entendu et vu ensemble sur l'écran
les scènes les plus intimes évoquées par la mémoire d'Eléa. Les affecter de n'y attacher aucune importance, d'être blasés, de les considérer dans un pur esprit scientifique ou d'en plaisanter. Mais chacun en était bouleversé profondément dans son esprit et dans sa chair. Et en se retrouvant tout à coup dans le monde d'aujourd'hui, il n'osait plus regarder son voisin qui, lui-même, détournait les yeux. Ils avaient honte. Honte de leur pudeur et honte de leur honte. La merveilleuse, la totale innocence d'Eléa leur montrait à quel point la civilisation chrétienne avait, depuis saint Paul et non depuis le Christ, perverti en les condamnant les joies les plus belles que Dieu ait données à l'homme. Ils se sentaient tous, même les plus jeunes, pareils à de petits vieillards salaces, impuissants et voyeurs. Le cœur de Coban, en se réveillant, venait de leur épargner ce moment de pénible embarras collectif, où la moitié d'entre eux se mettait à rougir et l'autre moitié blêmissait. Le cœur de Coban battait, s'arrêtait, recommençait irrégulier, menacé. Les électrodes d'un stimulateur, fixés sur sa poitrine par les bandages, intervenaient automatiquement quand l'arrêt se prolongeait, et la surprise d'un choc électrique faisait repartir le cœur en sursaut. Les médecins, autour de la table de réanimation, montraient des fronts soucieux. Brusquement, ce qu'ils redoutaient se produisit. La respiration de Coban devint difficile, gargouillante, et les bandages se tachèrent de rouge à l'endroit de la bouche. Coagulant, sérum. Couchez-le sur le côté. Dégagez la bouche. Sonde buccale. Les poumons saignaient. Sans cesser un instant leurs soins attentifs, par-dessus le gisant qu'ils dégageaient, manipulés, soulagés, les réanimateurs tinrent conseil. Si l'hémorragie ne cessait pas, c'est que les brûlures du tissu pulmonaire étaient trop graves pour se cicatriser. Dans ce cas, il fallait ouvrir Coban et remplacer ses poumons. Résultat des tests sanguins. Groupe et sous-groupe inconnus. Le sang testé, Coban, coagule tous les 100 témoins. Surprenant. C'est un sang fossile. N'oubliez pas que ce type est un fossile. Vivant mais fossile. Depuis 900 000 ans, le sang a évolué, mes enfants. Pas de sang, pas d'opération. La situation est simplifiée. Ou il guérit ou il meurt. Il y a la fille. Quelle fille? Eléa. Son sang conviendrait peut-être. Jamais assez pour une opération. Il faudrait la saigner à blanc et ça ne suffirait pas. Peut-être, en ligaturant tout et très vite, avec le poumon artificiel en circuit tout de suite. N'allons quand même pas assassiner cette fille. Elle s'en tirerait peut-être. Vous avez vu comme elle récupère. C'est sa nourriture. Ou le sérum universel. Ou les deux. Je m'y oppose. Vous savez bien qu'elle ne pourrait pas refabriquer son sang assez vite. Demandez qu'on la sacrifie. Je m'y refuse. Elle est belle, c'est certain, mais devant le cerveau de ce type, elle ne fait pas le poids. Belle ou pas belle, ce n'est pas la question. Elle est vivante. Nous sommes des médecins, pas des vampires. On peut toujours tester son sang avec celui de Coban. Ça ne nous engage pas. Nous aurons sans doute besoin qu'elle nous en donne un peu s'il continue à saigner. Sans parler d'opération. D'accord. Ça, d'accord, tout à fait d'accord. Fin du chapitre 62. Chapitre 63. Le même jour, Coban ressuscité, Coban en danger de mort. L'équation de Zoran expliquée, ou à jamais perdue. Les foules les plus obtuses comprirent que quelque chose de fabuleusement important pour elles était en train de se jouer près du pôle sud.
à l'intérieur d'un homme que la mort retenait par la main. Essayez de réaliser ce qui se passe à l'intérieur de cet homme. Le tissu de ses poumons est brûlé, en partie détruit. Pour qu'il puisse recommencer à respirer normalement, à survivre et vivre, il faut que ce qui reste de ce tissu régénère ce qui n'existe plus. Lui dort encore. Il a commencé à dormir il y a 900 000 ans et il continue. Mais la chair de son corps est éveillée et se défend. Et s'il était lui-même éveillé, ça ne changerait rien. Il ne pourrait rien de plus. Ce n'est pas lui qui commande. Son corps n'a pas besoin de lui. Les cellules du tissu pulmonaire, les merveilleuses petites usines vivantes sont en train de fabriquer à toute vitesse de nouvelles usines qui leur ressemblent pour remplacer celles que le froid ou la flamme a détruites. En même temps, elles font leur travail ordinaire, multiple, incroyablement complexe dans les domaines chimiques, physiques, électroniques, vital. Elles reçoivent, choisissent, transforment, fabriquent, détruisent, retiennent, rejettent, réservent, dosent, obéissent, ordonnent, coordonnent, avec une sûreté et une intelligence stupéfiantes. Chacune d'elles en sait plus que 1000 ingénieurs, médecins et architectes. Ce sont des cellules ordinaires, d'un corps vivant. Nous sommes construits de milliards de cela, milliards de mystères, milliards de complexes microscopiques obstinés à leurs tâches fantastiquement compliquées. Qui les commande, ces merveilleuses petites cellules? Est-ce que c'est vous, Vignon? Oh, monsieur. Pas celle de Coban, Vignon. Mais les vôtres. Celles de votre foi, est-ce que c'est vous qui leur ordonnez de faire leur travail de foi? Non, monsieur. Alors qui les commande, vos petites cellules? Qui leur ordonne de faire ce qu'elles ont à faire? Qui les a construites comme il fallait pour qu'elles puissent le faire? Qui les a mises chacune à sa place dans votre foi, dans votre petite cervelle, dans la rétine de vos beaux yeux? Qui? Répondez, Vignon, répondez. Je ne sais pas, monsieur. Vous ne savez pas? Non, monsieur. Moi non plus, Vignon. Et qu'est-ce que vous savez à part ça? Vous ne savez rien, Vignon. Non, monsieur. Dites-moi, je ne sais rien. Je ne sais rien, monsieur. Bravo. Regardez-les, les autres. Ils rient, ils se moquent. Ils croient savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils savent, Vignon? Je ne sais pas, monsieur. Ils ne savent rien, Vignon. Qu'est-ce que je dessine au tableau, vous reconnaissez? Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Dites-le. C'est l'équation de Zoban, monsieur. Écoutez-les rire, ces idiots, parce que vous vous êtes trompé d'une consonne. Croyez-vous qu'ils en savent plus que vous? Croyez-vous qu'ils savent la lire? Non, monsieur. Et pourtant, ils sont fiers d'eux. Ils rigolent, ils se moquent. Ils se croient intelligents. Ils vous prennent pour un idiot. Est-ce que vous êtes idiot, Vignon? Je m'en fous, monsieur. C'est très bien, Vignon. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes inquiet. Vous vous dites, je suis peut-être idiot. Je vous rassure, vous n'êtes pas idiot. Vous êtes fait des mêmes petites cellules que l'homme dont les poumons sont en train de saigner au point 612. Exactement les mêmes que celles dont était fait Zoran, l'homme qui a trouvé la clé du champ universel. Des milliards de petites cellules suprêmement intelligentes. Exactement les mêmes que les miennes, monsieur Vignon. Et les miennes sont agrégées de philosophie. Vous voyez bien que vous n'êtes pas idiot. Oui, monsieur. Tenez, le voilà l'idiot. Jules-Jacques Ardillon. Premier partout depuis la 6e, grosse tête. Il croit qu'il sait quelque chose. Il croit qu'il est intelligent. Vous êtes intelligent, monsieur Ardillon? Oui, vous le pensez. Vous pensez que je plaisante et qu'en réalité je crois et je sais que vous êtes intelligent. Non, monsieur Ardillon.
Je crois et je sais que vous êtes idiot. Est-ce que vous savez lire l'équation de Zoran? Non, monsieur. Et si vous saviez la lire, est-ce que vous sauriez ce qu'elle signifie? Je pense que oui, monsieur. Vous pensez. Vous pensez. Quelle chance! Vous êtes un hardillon pensant. Vous auriez dans la poche la clé de l'univers, la clé du bien et du mal, la clé de la vie et de la mort. Qu'est-ce que vous feriez, monsieur hardillon pensant? Voilà, monsieur Hardillon, voilà. Général, vous avez entendu les nouvelles? Oui, monsieur le président. Comment? Coban. Coban, ils l'ont réveillé. Ils l'ont réveillé. Ils vont peut-être le sauver? Peut-être. Ils sont fous. Ils sont fous. Cette équation de machin, vous y comprenez quelque chose? Moi, vous savez, les équations... Même au CNRS, ils n'y comprennent rien. Rien. Mais c'est pire que la bombe. Pire. D'un autre côté, ça peut avoir du bon. Ça peut. Mais même ce bon, ça peut avoir du mauvais. Mauvais, mauvais. Pensez à la Chine. J'y pense. Mettez-vous à sa place. C'est un peu grand. Faites un effort. Qu'est-ce que vous penseriez? Vous penseriez, c'est encore ces salauds de blancs qui vont mettre la main sur ce truc. Au moment où nous allions les égaler, peut-être les dépasser, ils vont de nouveau prendre 1000 ans d'avance. Il faut pas. Il faut absolument pas. Voilà ce que vous penseriez si vous étiez la Chine. Évidemment. Vous croyez qu'ils vont saboter? Saboter, enlever, attaquer, massacrer, j'en sais rien. Peut-être rien du tout. Comment savoir avec des Chinois? Comment savoir? Comment savoir? C'est votre métier de savoir. Vous dirigez les SR. Les SR, ce sont les services de renseignement. On l'oublie un peu trop. Vous, tout le premier. Surveillez la Chine, général. Surveillez la Chine. C'est de là que ça viendra. La force internationale aéronavale stationnée au nord de la terre Adélie se déploya dans les 3 dimensions en forme de bouclier et resta en alerte 24 heures sur 24. Elle avait des yeux en l'air et au-dessus de l'air, et des oreilles jusqu'au fond de l'océan. Fin du chapitre 63. Chapitre 64. Quand les yeux d'Eléa virent de nouveau, le président Locan était debout au centre de l'image. À gauche, au bord de la vue de l'œil gauche, se tenait Coban qui regardait Locan et l'écoutait. Et à droite, la moitié du visage de Païkan se penchait vers elle. Locan paraissait submergé de fatigue et de pessimisme. Ils ont pris toutes les villes du centre, disait-il, et Gondasset jusqu'à la 2e profondeur. Rien ne les arrête. Nous en tuons, nous en tuons. Leurs pertes sont fantastiques, mais leur nombre est inimaginable. Il en arrive des flots et des flots sans arrêt. Maintenant, toutes leurs forces convergent vers Gondasset pour détruire le conseil et l'université, et vers l'arme solaire dans l'espoir de l'empêcher de partir. Nous avons fait sauter toutes les avenues qui conduisent à l'arme, mais ils creusent partout. Par millions. Chacun son petit tunnel. Je ne peux pas accélérer l'envol. Honnêtement, je ne peux pas dire si nous réussirons à les arrêter assez longtemps, ou s'ils parviendront à l'arme avant qu'elle soit partie. Je le souhaite, dit Coban. Si nous devons être détruits, au moins que le reste vive. Qui sommes-nous pour condamner à mort la terre entière? Vous êtes pessimiste, Coban. Ce ne sera pas si terrible. Ce sera pire que tout ce que vous imaginez, et vous le savez bien.
Je ne sais plus. Je n'imagine plus, je ne pense plus. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que responsable de Gondawa. Et maintenant personne ne peut plus rien arrêter, ni savoir ce qui s'arrêtera ou non. Je suis exténuée. C'est le poids de la terre morte qui vous écrase. C'est facile, Koban. C'est facile, les belles phrases quand on est en dehors de l'action. Gardez-vous bien, Koban. Ils viennent de larguer une nouvelle armée sur Gonda 7. Ils vont nous attaquer avec fureur. Je ne peux rien pour vous. J'ai besoin de toutes les forces dont je dispose. Vous avez votre garde. Elle est au combat, dit Koban. Nous les maintenons. Adieu, Koban, Lokan disparut. Ce n'était qu'une image. Koban gagna le centre de la vision et s'approcha d'Eléa. Il fit un signe vers quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Écoutez, Eléa. Si vous m'entendez, ne soyez pas effrayés, dit-il. Nous allons vous faire boire une liqueur de paix qui endormira non seulement votre esprit mais chaque parcelle de votre corps, afin que pas une cellule ne frémisse quand le froid le prendra. Je suis près de toi, dit Païkan. Le corps d'Eléa sentit qu'on lui introduisait un tuyau souple dans la bouche, la gorge et l'estomac et qu'on y faisait couler un liquide. Sa révolte fut telle qu'elle lui rendit la conscience. Elle reprit connaissance. Elle voulut s'asseoir et protester. Mais tout à coup, elle n'en sentit plus la nécessité. Elle était bien. Tout était bien. Merveilleusement. Elle n'avait même plus envie de parler. Ce n'était pas nécessaire. Chacun devait la comprendre comme elle comprenait chacun et tout. « Vous êtes bien ?» demanda Koban. Elle ne le regarda même pas. Elle savait qu'il savait. Vous allez vous endormir, totalement, tout doucement. Ce ne sera pas un long sommeil. Même si vous dormez pendant quelques siècles, ce ne sera pas plus long qu'une nuit. Une nuit, une douce nuit de sommeil, de repos. Tu as entendu? Rien qu'une nuit. Et quand tu te réveilleras, je serai mort depuis si longtemps que tu n'auras plus de peine. Je suis avec toi. Je suis près de toi. Déshabillez-la et lavez-la, dit Koban à ses assistants. Païkan rugit. Ne la touchez pas. Il se pencha vers elle et lui ôta les lambeaux de vêtements qui lui restaient encore. Puis il répandit sur elle de l'eau tiède, la lava doucement, avec les précautions d'une mère pour son nouveau-né. Elle sentait sur elle ses mains aimées. Elle était heureuse. Païkan, je suis à toi. Dormir. Elle voyait toute la salle autour d'elle, étroite, basse de plafond, avec un mur d'or bombé troué par une porte ronde. Elle entendait le bruit de la bataille qui se rapprochait dans l'épaisseur de la terre. Tout cela était bien. L'image sanglante du chef des gardes apparut. Il avait perdu son casque et la moitié de la peau de sa tête. L'os saignait. Ils ont percé à la 3e profondeur. Ils remontent vers l'abri. Défendez l'abri. Ramenez toutes vos forces autour de lui, abandonnez tout le reste. Le garde vert et rouge disparut. La terre tremblait. Païkan, emportez-la, venez avec moi. Viens, Eléa, viens. Je t'emporte. Tu es dans mes bras. C'est moi qui t'emporte. Tu vas dormir. Je suis avec toi. Elle ne voulait pas dormir. Pas encore. Pas tout à fait. Tout était doux autour d'elle. Tout était bien dans les bras de Païkan. Dans ses bras, elle descendit un escalier d'or et franchit une porte d'or. Encore quelques marches. Allongez-la ici, la tête vers moi, dit Koban, les bras sur la poitrine. Bien. Écoutez, Moïsan, vous m'entendez? Je vous entends. Envoyez-moi l'image de Gonda 1. Je veux être renseigné jusqu'au bout. Je vous l'envoie. La voûte de l'abri devint une plaine immense.
Du ciel de feu tombaient les guerriers rouges. Dans leur foule verticale, le choc des armes de défense creusait des trous énormes. Et du ciel en surgissaient d'autres, d'autres et d'autres. Arrivés au sol, ils étaient balayés par les feux croisés des armes enterrées. Les nouveaux cadavres allaient rejoindre la multitude dansante des morts secoués sans arrêt par le choc des armes. Les rescapés s'enfonçaient immédiatement dans le sol, accroupis sur leurs sièges qui leur creusaient un passage. Le sol se détendait, explosait, se soulevait en gerbes, projetait parmi les débris de sa propre chair ses agresseurs disloqués. Et Léa pensait que tout cela était bien. Tout était merveilleusement bien, bien, bien. Elle s'endort, dit Cauban. Je vais lui mettre le masque. Dites-lui adieu. Elle vit la plaine s'ouvrir d'un bout à l'autre de l'horizon, rejetant vers ses bords les amas de morts et de vivants avec les rochers et la terre. Une merveilleuse, gigantesque fleur de métal et de verre sortit de la terre ouverte et monta dans le ciel. L'armée qui tombait du ciel fut écartée et rejetée comme de la poussière. La fleur fantastique s'éleva et s'épanouit, ouvrit autour d'elle ses pétales de toutes couleurs, dévoilant son centre, son cœur plus transparent que l'eau la plus claire. Elle emplissait le ciel, dans lequel elle continuait à monter et commençait à tourner doucement, puis vite, vite, de plus en plus vite. C'était merveilleusement bien. Je suis bien. Je vais dormir. Le visage de Païkan cacha la fleur et le ciel. Il la regardait. Il était beau. Païkan. Il n'y a que lui. Je suis à Païkan. Eléa, je suis à toi. Tu vas dormir. Je suis avec toi. Elle ferma les yeux et sentit le masque se poser au-dessus de son visage. L'embout respiratoire se posa sur ses lèvres, les écarta et entra dans sa bouche. Elle entendit encore la voix de Païkan. Je ne vous la donne pas, Cauban. Je vous l'ai apportée, mais je ne vous la donne pas. Elle n'est pas à vous. Elle ne sera jamais à vous. Eléa, ma vie, sois patiente. Rien qu'une nuit. Je suis avec toi, pour l'éternité. Elle n'entendit plus rien. Elle ne sentit plus rien. Sa conscience était submergée. Ses sens se fermèrent. Son subconscient sombra. Elle ne fut plus qu'une brume lumineuse, dorée, légère, sans forme et sans frontières, qui s'éteignit. Fin du chapitre 64. Chapitre 65. Eléa avait ôté le cercle d'or. Le buste droit, adossé à son siège, le regard fixe perdu l'infini, en deçà du présent, silencieuse, immobile comme une statue de pierre. Elle offrait un visage d'une telle puissance tragique que personne n'osait bouger, n'osait dire une syllabe, rompt son silence d'une toux ou d'un grincement de siège. Ce fut Simon qui se leva. Il se plaça derrière elle, posa ses mains sur ses épaules et dit doucement « Eléa ». Elle ne bougea pas. Il répéta « Eléa ». Il sentit les épaules frémir dans ses mains. Eléa, venez. La chaleur de sa voix, la chaleur de ses mains franchirent les barrières de l'horreur. Vous reposez. Elle se leva, se tourna vers lui et le regarda comme s'il était le seul être vivant au milieu des morts. Il lui tendit la main. Elle regarda cette main tendue, hésita un instant, puis posa la sienne. La main de Païkan, une main, la seule main du monde, le seul secours,
Simon ferma lentement ses doigts autour de la paume glacée posée dans la sienne, puis se mit en marche et emmena Eléa. La main dans la main, ils descendirent du podium, traversèrent ensemble la salle, son silence et ses regards. Henkel, assis au dernier rang, se leva et leur ouvrit la porte. Dès qu'ils furent sortis, les voix s'élevèrent. Le brouhaha emplit la salle, les discussions naquirent dans tous les coins. Chacun avait reconnu dans les dernières images la scène qui avait été transmise à Simon quand il avait coiffé le cercle récepteur. Et chacun devinait ce qui avait dû se passer ensuite. Païkan sortant de l'abri, Koban buvant la liqueur de paix, se déshabillant et s'étendant sur son socle, rabattant sur son visage le masque d'or. L'abri se fermant, le moteur du froid se mettant à fonctionner. Pendant ce temps, l'arme solaire, poursuivant sa course aérienne, gagnait le zénith des Nizoraï et entrait en action. Quel avait été exactement son effet? On ne pouvait que le conjecturer. Comme si le soleil lui-même se posait sur Enizoraï, avait dit Koban. Sans doute un rayon d'une température fantastique, fondant la terre et les roches, liquéfiant les monts et les villes, labourant les continents jusque dans ses racines, le coupant en morceaux, le bouleversant, le retournant comme une charrue d'enfer et l'abîmant dans les eaux. Et ce qu'avait craint Koban s'était produit. Le choc avait été si violent qu'il s'était répercuté sur la masse de la Terre. La Terre avait perdu l'équilibre de sa rotation et s'était affolée comme une toupie basculée avant de retrouver un nouvel équilibre sur des bases différentes. Ces changements d'allure avaient fêlé l'écorce, provoqué partout des séismes et des éruptions, projeté hors des fosses océanes les eaux inertes dont la masse fantastique avait submergé et ravagé les terres. Il fallait voir sans doute dans cet événement l'origine du mythe du déluge qu'on retrouvait aujourd'hui dans les traditions des peuples de toutes les parties du monde. Les eaux s'étaient retirées, mais pas partout. Gondawa s'était trouvé placé par le nouvel équilibre de la Terre autour du nouveau pôle sud. Le gel avait saisi et immobilisé les eaux du raz-de-marée qui balayait le continent. Et sur ce glacis, les années, les siècles, les millénaires avaient accumulé de fantastiques épaisseurs de neige transformées à son tour en glace par son propre poids. Cela, Koban ne l'avait pas prévu. Son abri devait se rouvrir quand les circonstances auraient rendu la vie de nouveau possible à la surface. Le moteur du froid devait s'arrêter. Le masque devait rendre la respiration et la chaleur aux deux gisants. La perforatrice leur forait un chemin vers l'air et le soleil. Mais les circonstances n'étaient jamais redevenues favorables. L'abri était resté une graine perdue au fond du froid, et qui n'aurait jamais germé sans le hasard et la curiosité des explorateurs. Hoover se leva. « Je propose, dit-il, que nous rendions hommage, dans une déclaration solennelle, à l'intuition, l'intelligence et l'obstination de nos amis des expéditions polaires françaises qui ont su non seulement interpréter les données inhabituelles de leurs sondeurs et en tirer les conclusions que vous savez, mais secouer l'indifférence et l'inertie des nations jusqu'à ce qu'elles nous rassemblent et nous envoient ici. » L'assemblée se leva et approuva Hoover par acclamation. « Il faut aussi, dit Leonova, rendre hommage au génie de Koban et à son pessimisme qui, conjugués, lui ont fait construire un abri à l'épreuve de l'éternité. »« Ok, petite sœur, dit Hoover. Mais il a été trop pessimiste. C'est Locan qui avait raison. L'arme solaire n'a pas détruit toute la vie terrestre, puisque nous sommes là. Il y a eu des survivants, des végétaux, des animaux et des hommes,
Sans doute très peu, mais c'était suffisant pour que tout recommence. Les maisons, les fabriques, les moteurs, l'énergie en bouteille. Tout le Saint-Frusquin dont il vivait avait été fracassé, anéanti. Les rescapés sont tombés le cul par terre, tout nus. Ils étaient combien? Peut-être quelques douzaines, dispersés dans les 5 continents. Plus nus que des vers parce qu'ils ne savaient plus rien faire. Ils avaient des mains dont ils ne savaient plus se servir. Qu'est-ce que je sais faire avec mes mains, moi, monsieur Hoover, grosse tête? À part allumer ma cigarette et taper sur les fesses des filles. Rien. Zéro. S'il me fallait attraper un lapin à la course pour pouvoir bouffer, vous voyez le tableau. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place des survivants? Je boufferais des insectes, et des fruits quand ce serait la saison, et des bêtes crevées quand j'aurais la chance d'en trouver. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà où ils sont tombés. Plus bas que les premiers hommes qui avaient tout commencé avant eux. Plus bas que les bêtes. Leur civilisation disparue. Ils se sont trouvés comme des escargots dont un gamin a cassé et arraché la coquille pour voir comment c'est fait dedans. Tiens, des escargots, ils ont dû en consommer pas mal, ça va pas vite. J'espère qu'il y avait beaucoup d'escargots. Vous aimez les escargots, petite sœur? Ils sont repartis d'au-dessous du barreau le plus bas de l'échelle. Et ils ont refait toute la grimpette. Ils sont retombés en route. Ils ont remonté encore, et retombé, et, obstinés et têtus, le nez en l'air, ils recommençaient toujours à grimper. Et j'irai jusqu'en haut et plus haut encore, dans les étoiles. Et voilà, ils sont là. Ils sont nous. Ils ont repeuplé le monde. Et ils sont aussi cons qu'avant, et prêts à faire de nouveau sauter la baraque. C'est pas beau, ça. C'est l'homme. Fin du chapitre 65. Chapitre 66. Ce fut une grande journée d'exaltation et de soleil. Dehors, le vent au sol était tombé à sa vitesse minima, pas plus de 120 à l'heure, avec des moments d'accalmie presque totale, invraisemblable de douceur inattendue. Il déchaînait ses fureurs très haut dans le ciel, le nettoyait du moindre germe de nuage, du plus petit grain de poussière de brume, le faisait briller d'un bleu intense, tout neuf, joyeux. Et la neige et la glace étaient presque aussi bleues que lui. Dans la salle du conseil, l'assemblée bouillonnait. Léonova avait proposé aux savants de prêter le serment solennel de consacrer leur vie à lutter contre la guerre et la bêtise et ses formes les plus féroces, la bêtise politique et la bêtise nationaliste. « Embrasse-moi, petite sœur rouge », avait dit Hoover, « et ajoutons la bêtise idéologique. » Il l'avait serrée sur son ventre. Elle avait pleuré. Les savants, debout, bras tendus, avaient juré dans toutes les langues, et la traductrice avait multiplié leurs serments. Oito avait alors mis ses collègues au courant des travaux de l'équipe dont il faisait partie avec Lucos, et qui dressait le relevé photographique des textes gravés dans le mur de l'abri. Elle venait d'achever le relevé d'un texte repéré dès le premier jour, dont elle avait trouvé et traduit le titre « Traité des lois universelles », et qui semblait être l'explication de l'équation de Zoran. Devant son importance, Lucos allait se charger lui-même de projeter les 1200 clichés photographiques dans l'écran analyseur de la traductrice. C'était une nouvelle d'une extraordinaire importance. Même si Coban succombait, on pouvait espérer comprendre un jour le traité et déchiffrer l'équation. Is se leva et demanda la parole. « Je suis anglais, dit-il, et heureux de l'être. Je pense que je ne serais pas tout à fait un homme si je n'étais pas anglais. » Il y eut des rires et des « ouh, ouh, ouh ». Is continua sans sourire.
Certains continentaux pensent que nous considérons tous ceux qui ne sont pas nés dans l'île Angleterre comme des singes à peine descendus du cocotier. Ceux qui pensent ainsi exagèrent. Légèrement. Cette fois, les rires dominèrent. C'est parce que je suis anglais, heureux d'être né dans l'île Angleterre, que je peux me permettre de vous faire la proposition suivante. Écrivons, nous aussi, un traité, ou plutôt une déclaration de loi universelle. La loi de l'homme universel. Sans démagogie, sans blabla comme disent les Français, sans mots creux, sans phrases majestueuses. Il y a la déclaration de l'ONU, ce n'est que de la merde solennelle. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas un homme sur 100 000 qui connaisse son existence. Notre déclaration à nous devra frapper au cœur tous les hommes vivants. Elle n'aura qu'un paragraphe, peut-être qu'une phrase. Il faudra bien chercher pour mettre le moins de mots possible. Elle dira simplement quelque chose comme ça. Moi, l'homme, je suis anglais ou patagon et heureux de l'être. Mais je suis d'abord l'homme vivant. Je ne veux pas tuer et je ne veux pas qu'on me tue. Je refuse la guerre, quelles qu'en soient les raisons. C'est tout. Il se rassit et bourra sa pipe avec du tabac hollandais. « Vive l'Angleterre !» cria Hoover. Les savants riaient, s'embrassaient, se tapaient dans le dos. Evoli, le physicien italien, sanglotait. Henkel, l'allemand méthodique, proposa de nommer une commission chargée de rédiger le texte de la Déclaration de l'homme universel. Au moment où des voix commençaient à proposer des noms, celle de Lebeau surgit de tous les diffuseurs. Elle annonçait que les poumons de Coban avaient cessé de saigner. L'homme était très faible et encore inconscient. Son cœur irrégulier, mais on pouvait maintenant espérer le sauver. C'était vraiment une grande journée. Hoover demanda à Oito s'il savait dans combien de temps Lucas aurait fini d'injecter dans la traductrice les photos du traité des lois universelles. « Dans quelques heures, » dit Oito. Donc, dans quelques heures, nous pourrons savoir en 17 langues différentes ce que signifie l'équation de Zoran. Je ne crois pas, dit Oito avec un sourire mince. Nous connaîtrons le texte de liaison, le raisonnement et le commentaire, mais la signification des symboles mathématiques et physiques nous échappera, comme elle échappe à la traductrice. Sans l'aide de Coban, il faudrait un certain temps pour en retrouver le sens. Mais évidemment, on y parviendrait. Et sans doute assez vite grâce aux ordinateurs. Je propose, dit Hoover, d'annoncer par trio que nous ferons demain une communication au monde entier. Et de prévenir les universités et centres de recherche qu'ils auront à enregistrer un long texte scientifique dont nous transmettrons les images en anglais et en français, avec les symboles originaux en langue gonda. Cette diffusion générale d'un traité qui conduit à la compréhension de l'équation de Zoran rendra d'un seul coup impossible l'exclusivité de sa connaissance. Elle sera devenue en quelques instants le bien commun de tous les chercheurs du monde entier. Du même coup disparaîtront les menaces de destruction et d'enlèvement qui pèsent sur Coban, et nous pourrons inviter cette répugnante assemblée de ferrailles militaires flottantes et volantes qui nous surveillent sous prétexte de nous protéger, à se disperser et à retourner dans ses repères. La proposition de Hoover fut adoptée par acclamation. Ce fut une grande journée, une longue journée sans nuit et sans nuages, avec un soleil doré qui promenait son optimisme tout autour de l'horizon. À l'heure où il s'éclipsait derrière la montagne de glace, les savants et les techniciens prolongèrent leur euphorie aux bars et aux restaurants de l'Épideux. La provision de champagne et de vodka de la base fut, ce soir-là, sérieusement entamée. Et le scotch, et le bourbon, l'aquavie et la shlivovitsa versèrent leur ration d'optimisme dans le chaudron bouillonnant de la joie générale. « Petite sœur, » dit Hoover à Léonova, je suis un énorme célibataire dégoûtant, et vous êtes une horrible cervelle marxiste maigrichonne.
Je ne vous dirai pas que je vous aime parce que ce serait abominablement ridicule. Mais si vous acceptez de devenir ma femme, je vous promets que je perdrai mon ventre et que j'irai même jusqu'à lire le Capital. Vous êtes odieux, disait Léonova en sanglotant sur son épaule. Vous êtes affreux. Elle avait bu du champagne. Elle n'avait pas l'habitude. Fin du chapitre 66. Chapitre 67. Simon ne s'était pas joint à l'allégresse générale. Il avait accompagné Eléa jusqu'à l'infirmerie et ne l'avait plus quittée. En entrant dans la chambre, elle était venue droit vers la mange-machine, avait effleuré 3 touches blanches et obtenu une sphérule d'un rouge sang qu'elle avait aussitôt avalée, accompagnée d'un verre d'eau. Puis, avec son indifférence habituelle à la présence d'autrui, elle s'était déshabillée, avait vaqué toute nue à sa toilette, et s'était couchée d'eux-mêmes déjà à moitié endormie, sans doute sous l'effet de la sphérule rouge. Depuis qu'elle avait ôté son cercle d'or, elle n'avait pas prononcé une parole. L'infirmière avait suivi le dernier épisode du souvenir dans la salle des conférences. Elle regarda Eléa avec pitié. Le visage de la jeune femme endormie restait figé dans une gravité tragique qui semblait au-delà de toutes les souffrances. La pauvre petite, dit l'infirmière. Faudrait peut-être que je lui mette son pyjama. Elle risque d'avoir froid. Ne la touchez pas, elle dort. Elle est en paix, dit Simon à mi-voix. Couvrez-la bien et surveillez-la. Je vais dormir un peu. Je prendrai la garde à minuit. Réveillez-moi. Il régla le thermostat pour augmenter légèrement la température de la chambre et s'allongea tout habillé sur son lit étroit. Mais dès qu'il ferma les yeux, les images se mirent à défiler sous ses paupières. Eléa et Païkan, Eléa nue, le ciel de feu, le brassement des soldats morts, Eléa nue, Eléa sans Païkan, le sol broyé, la plaine fendue, larmes dans le ciel. Eléa, Eléa. Il se dressa brusquement, conscient qu'il ne pourrait pas s'endormir. Somnifère. La mange-machine était là, sur la petite table à portée de sa main. Il effleura les 3 touches blanches. Le tiroir s'ouvrit, lui offrant une sphérule rouge. L'infirmière le regardait faire avec réprobation. « Vous allez manger ça? C'est peut-être du poison. » Il ne répondit pas. Si c'était du poison, Eléa en avait pris. Et si Eléa mourait, il n'aurait plus envie de vivre. Mais il ne croyait pas que cela en fût. Il prit la sphérule entre le pouce et l'index et la mit dans sa bouche. Elle éclata sous ses dents comme une cerise sans noyau. Il lui sembla que tout l'intérieur de sa bouche, de son nez, de sa gorge, était éclaboussé d'une douceur offensive. Ce n'était pas doux de goût, cela n'avait aucun goût. C'était comme un velours liquide, c'était un contact, une sensation d'une douceur infinie, qui se répandait et pénétrait à l'intérieur de la chair, traversait les joues et le cou pour arriver jusqu'à la peau, envahissait l'intérieur de la tête et, quand il avala, lui descendit dans tout le corps et l'emplit. Il se recoucha doucement. Il n'avait pas l'impression d'avoir sommeil. Il lui semblait qu'il pourrait marcher jusqu'à l'Himalaya et l'escalader en gambadant. L'infirmière le secoua. « Docteur, vite, levez-vous vite. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il regarda l'horloge lumineuse. Elle marquait 23h37. « Je vous avais bien dit que c'était du poison. Buvez ça vite. C'est de l'IPK. » Il repoussa le verre qu'elle lui tendait. Il ne s'était jamais senti aussi bien,
euphorique, reposé comme s'il avait dormi 10 heures. Alors, si c'est pas du poison, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle, Eléa. Elle était réveillée, les yeux ouverts, le regard fixe, les mâchoires crispées. Des accès brusques de tremblement lui secouaient tout le corps. Simon la découvrit et lui toucha les muscles des bras et des cuisses. Ils étaient crispés, tendus, tétanisés. Il lui passa la main devant les yeux, qui ne scièrent pas. Il trouva difficilement son pouls sous les muscles durcis du poignet. Il le sentit puissant, accéléré. « Qu'est-ce que c'est, docteur? Qu'est-ce qu'elle a ?»« Rien, » dit doucement Simon en remontant les couvertures. « Rien, que le désespoir. » « La pauvre petite, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Rien, » dit Simon. « Rien. » Il avait gardé la main glacée d'Eléa dans ses mains. Il se mit à la caresser, à la masser doucement, à masser le bras raidi en remontant vers l'épaule. « Je vais vous aider, » dit l'infirmière. Elle fit le tour du lit et prit l'autre main d'Eléa. Le bras de celle-ci eut un sursaut de recul. « Laissez-la, » dit Simon. « Laissez-moi avec elle. Laissez-nous. Allez dormir dans votre chambre. » « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui. Laissez-nous. » L'infirmière rassembla ses affaires et sortit en lançant à Simon un long regard soupçonneux. Il ne s'en aperçut pas. Il regardait Eléa, son visage figé, ses yeux fixes, dans lesquels la lumière brillait sur 2 lacs de larmes immobiles. « Eléa, » dit-il très bas. « Eléa, Eléa, je suis avec vous. » Il pensa brusquement que ce n'était pas sa voix qu'elle écoutait, mais la voix étrangère de la traductrice. Sa voix à lui, qui lui arrivait dans l'autre oreille, n'était qu'un bruit confus, étranger, que son attention s'efforçait d'éliminer. Avec précaution, il lui ôta son écouteur d'oreille. Son micro-émetteur était resté accroché à ses vêtements posés sur une chaise. Il ôta le sien, épinglé à son pull, et l'enfouit au fond d'une poche. Maintenant, il n'y avait plus de machine, plus de voix étrangère entre elle et lui. « Eléa, je suis avec vous, tout seul avec vous, pour la première fois, peut-être la dernière. Et vous ne comprenez pas. Alors je peux vous le dire. Eléa, mon amour, ma bien-aimée, je t'aime. Mon amour, je voudrais être près de toi, sur toi, dans toi très doucement, te rassurer, te réchauffer et te calmer, te consoler. Je t'aime. Je ne suis qu'un barbare, un arriéré sauvage. Je mange de la bête, et de l'herbe, et de l'arbre. Je ne t'aurai jamais. Mais je t'aime. Je t'aime. Eléa, mon amour, tu es belle. Tu es belle. Tu es l'oiseau, le fruit, la fleur, le vent du ciel. Jamais je ne t'aurai. Je le sais. Je le sais, mais je t'aime. Les mots de Simon se posaient sur elle, sur son visage, sur ses bras, sur ses seins découverts, se posaient sur elle comme des pétales tièdes, comme une neige de chaleur. Il sentait dans ses mains sa main s'adoucir. Il voyait son visage se détendre, sa poitrine se soulever plus calmement, profondément. Il vit les paupières se baisser très lentement sur les yeux tragiques et les larmes enfin couler. « Eléa, Eléa, mon amour, reviens du mal, reviens de la douleur, reviens. La vie est là, je t'aime. Tu es belle. Rien n'est aussi beau que toi. L'enfant nu, le nuage, la couleur, la biche,
la vague, la feuille, la rose qui s'ouvre, l'odeur de la pêche et toute la mer. Rien n'est aussi beau que toi. Le soleil de mai sur nos pâquerettes, l'enfant du lion, les fruits ronds, les fruits mûrs, les fruits chauds de soleil. Rien n'est aussi beau que toi, Eléa. Eléa, mon amour, ma bien-aimée. Il sentit la main d'Eléa étreindre la sienne. Il vit son autre main se soulever, se poser sur le drap, le toucher, le saisir, et d'un geste inhabituel, d'un geste incroyable, le ramener vers elle et couvrir ses seins nus. Il se tut. Elle parla. Elle dit en français: Simon, je te comprends. Il y eut un court silence. Puis elle ajouta: Je suis à Païkan. De ses yeux clos, les larmes continuaient de couler. Fin du chapitre 67. Chapitre 68. Tu me comprends. Tu avais compris. Peut-être pas tous les mots, mais assez de mots pour savoir combien je t'aimais. Je t'aime. L'amour, amour. Ces mots n'ont pas de sens dans votre langue. Mais tu les avais compris. Tu savais ce qu'ils voulaient dire. Ce que je voulais te dire. Et s'ils ne t'avaient pas apporté l'oubli et la paix, ils t'avaient donné, apporté, posé sur toi assez de chaleur pour te permettre de pleurer. Tu avais compris. Comment était-ce possible? Je n'avais pas compté. Personne de nous ne comptait avec les facultés exceptionnelles de ton intelligence. Nous nous croyons à la pointe du progrès humain. Nous sommes les plus évolués, les plus affûtés, les plus capables. Le brillant résultat extrême de l'évolution. Après nous, il y aura sans doute mieux. Mais avant nous, voyons, c'était pas possible. Malgré toutes les réalisations de Gondawa que tu nous avais montrées, il ne pouvait pas nous venir à l'esprit que vous nous fussiez supérieurs. Votre réussite ne pouvait être qu'accidentelle. Vous nous étiez inférieurs, puisque vous étiez avant. Cette conviction que l'homme en tant qu'espèce s'améliore avec le temps vient sans doute d'une confusion inconsciente avec l'homme en tant qu'individu. L'homme est d'abord un enfant avant d'être un adulte. Nous, hommes d'aujourd'hui, nous sommes des adultes. Ceux qui vivaient avant nous ne pouvaient être que des enfants. Mais il serait peut-être bon, il serait peut-être temps, de se demander si la perfection n'est pas dans l'enfance, si l'adulte n'est pas qu'un enfant qui a déjà commencé à pourrir. Vous, les enfances de l'homme, vous neufs, vous purs, vous non usés, non fatigués, non déchirés, délabrés, harassés, vous, que ne pouviez-vous pas avec votre intelligence? Depuis des semaines, tu entendais dans une oreille les phrases de la langue inconnue, la mienne, par ma voix qui te parlait, tout le jour du matin au soir près de toi. Dès que tu ne dormais plus, et même quand tu dormais, parce que les mots que je te disais, c'était une façon d'être avec toi, plus près de toi, mon amour, ma bien-aimée. Et dans l'autre oreille, tu entendais les mêmes phrases traduites. Le sens des mots t'arrivait sans arrêt en même temps que les mots, et ta merveilleuse intelligence consciente, subconsciente, je ne sais pas, comparait, classait, traduisait, comprenait. Tu me comprenais. Moi aussi, mon amour, j'avais compris. Je savais. Tu étais à Païkan. Fin du chapitre 68.